Quand vous pensez aux gangsters, vous imaginez probablement des fêtes opulentes, enveloppées dans une brume de fumée de cigares. Et qui fume ces cigares? Vous imaginez probablement des hommes puissants en costumes élégants et chapeaux à large bord. Mais en réalité, l'un des gangsters les plus notoires du milieu était une femme, si impitoyable que Pablo Escobar lui-même a admis qu'il avait peur d'elle. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons retracer la vie scandaleuse de la femme qui a terrifié Pablo Escobar. Avant de devenir l'une des plus redoutables reines du crime de l'histoire, Griselda Blanco Restrepo avait déjà mené une vie sulfureuse. Les récits divergent quant à l'endroit exact de sa naissance, mais c'était soit à Santa Marta, soit à Carthagène, en Colombie, le 15 février 1943. 3 ans plus tard, sa mère, Ana Restrepo, a emmené sa jeune fille dans la ville de Medellín. C'est là que les ennuis ont vraiment commencé. Medellín n'était pas exactement une ville prospère, connue pour son atmosphère familiale. Ses efforts industriels naissants étaient fragiles à cause des bouleversements politiques. Y vivre signifiait des difficultés constantes et c'était un foyer d'activité criminelle. C'était une ville en plein chaos, vulnérable à tous ceux qui étaient prêts à en profiter. Un peu comme Blanco elle-même. Elle a été introduite très jeune dans les milieux les plus sordides de Medellín grâce à l'implication de sa mère dans la prostitution. Ces expériences formatrices malheureuses ont endurci Blanco face au monde. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle cherche des moyens de prendre son destin en main. Selon une histoire racontée par l'un de ses amants plus tard dans sa vie, Charles Cosby, Blanco a commis son premier crime majeur à seulement 11 ans. Elle et un gang d'enfants démunis ont entrepris le dangereux voyage à travers Medellín pour kidnapper un garçon riche d'un quartier plus huppé de la ville. Ils voulaient soutirer une rançon aux parents du garçon, mais quand tout a dérapé, Blanco a été dépassé par les événements. Avec l'encouragement des autres enfants, Blanco a finalement fini par tirer sur le garçon. Et si l'on en croit l'histoire, c'était la première personne que Blanco a tuée. Mais ce serait loin d'être la dernière. À l'adolescence, Blanco était déjà une pickpocket chevronnée et avait commencé à travailler comme prostituée sous la direction de son proxénète, un homme nommé Carlos Trujillo. Trujillo était lui-même un petit criminel, principalement connu pour la falsification de documents pour les Colombiens cherchant à fuir vers l'Amérique. Il deviendra plus tard le premier mari de Blanco après qu'elle ait fui son foyer pour échapper aux abus du compagnon de sa mère. Ensemble, Blanco et Trujillo ont étendu leur entreprise pour inclure la culture et la distribution illégale de marijuana dans tout Medellín et les villes voisines. Tout en poursuivant leur série de crimes, ils ont eu 3 fils, tous avant que Blanco n'atteigne 22 ans. Mais au milieu des années 60, Blanco a divorcé de Trujillo. Peu de temps après, elle a rencontré et épousé Alberto Bravo, un contrebandier du cartel de Medellín de Pablo Escobar. Et en 1964, Bravo avait économisé assez d'argent pour s'envoler avec Blanco et ses 3 fils vers l'Amérique, où Blanco continuerait à travailler avec Trujillo tout en l'aidant à développer les nouvelles activités illégales de son mari. Malheureusement pour Trujillo, son partenariat commercial avec Blanco ne durerait pas beaucoup plus longtemps que leur mariage. Et sa vie non plus. Quelques années plus tard, vers 1970, elle a commandité l'assassinat de son ex-mari, aussi son ancien protecteur. Apparemment, les deux a eu un différend commercial et Blanco a décidé que la façon la plus simple de le régler était de l'éliminer. Cet acte impitoyable allait poser les bases du reste de la vie de Blanco. Elle n'était plus une enfant poussée à agir. Elle était une femme qui contrôlait la situation et elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour le rester. Alors qu'elle vivait à Queens, New York, avec Bravo et ses enfants, Blanco ne perdit pas de temps pour s'imposer sur son nouveau territoire. Elle et son second mari mirent en place, à New York, une opération de contrebande de cocaïne prospère et pour brouiller les pistes, créèrent une entreprise d'importation de vêtements pour justifier leurs revenus. En plus de cette entreprise d'importation de vêtements, Blanco eut l'idée diaboliquement brillante d'ouvrir une usine en Colombie qui fabriquait de la lingerie avec des poches cachées spécialement conçues pour que des femmes puissent faire passer de la drogue hors du pays et vers les États-Unis. Bien que l'entreprise qu'elle partageait avec son mari soit devenue connue sous le nom d'organisation Alberto Bravo, Blanco acquérait sa propre réputation. Son sens des affaires et son attitude impitoyable la rendirent tristement célèbre au sein de la pègre new-yorkaise.
Il gagnait des millions par mois et faisait passer de nombreux kilos de substances illicites à la frontière. Ils étaient presque des légendes, mais à mesure que leur notoriété grandissait en secret, il était inévitable qu'ils finissent par attirer l'attention du grand public. En avril 1975, la police de New York et la DEA sont partis à la recherche de preuves de l'implication de Blanco dans le trafic de drogue illégale, et elles les ont trouvées. L'enquête, surnommée Opération Banshee, a abouti à plus de 150 arrestations, dont celle de Blanco. C'était la plus grande affaire jamais découverte à l'époque. Elle et 30 de ses subordonnés ont été inculpés de complot fédéral en matière de drogue et relâchés en attendant une mise en accusation imminente. Mais au moment où un juge a approuvé la mise en accusation, Blanco avait fait ce que tout cerveau criminel censé ferait. Elle a pris la fuite. Elle, Bravo et ses 3 fils sont retournés en Colombie avant que la police n'ait eu la chance de frapper à sa porte. Mais si elle a échappé aux fédéraux, elle n'est pas passée inaperçue. Blanco est devenue connue dans la presse comme la marraine et la reine de la cocaïne, ce qu'elle a accueilli à bras ouverts. La fascination du grand public pour les gangsters avait atteint son apogée quelques années plus tôt, avec la sortie du Parrain en 1972. Et apparemment, Blanco assumait pleinement les comparaisons. Elle et Bravo ont continué leurs opérations depuis la Colombie du mieux qu'ils pouvaient. Mais après quelques mois, les tensions ont commencé à monter. Le couple s'est disputé à propos de leur affaire. Blanco a accusé son mari de détourner des millions de dollars de leur entreprise et lui l'a accusé de prendre toute cette histoire de marraine trop au sérieux et de se laisser griser par le pouvoir. Les paroles acerbes ont laissé place au bal lorsque les deux se sont affrontés dans une fusillade. Blanco a été blessé à l'estomac et a survécu, mais Bravo n'a pas eu cette chance. Une balle en pleine tête, tirée par Blanco, a mis fin à sa vie en un instant. Et elle a abattu 6 de ses gardes du corps avec lui. Elle avait parcouru un long chemin depuis cet enlèvement dans son enfance. Avec Bravo hors du jeu, la marraine était devenue l'unique propriétaire d'un immense empire illicite. Et elle s'était vue attribuer un nouveau surnom qu'elle n'allait pas accepter aussi facilement, la Veuve Noire. En 1978, Blanco a épousé son 3e et dernier mari, un homme nommé Dario Sepulveda, qu'elle a rencontré alors qu'elle dirigeait son entreprise en Colombie. On sait très peu de choses sur qui était Sepulveda avant sa relation avec Blanco, mais ce que l'on sait, c'est qu'ils ont eu un fils ensemble. Blanco a nommé son 4e et plus jeune fils, Michael Corleone Blanco, d'après le célèbre gangster fictif incarné par Al Pacino dans Le Parrain. Alors peut-être que Bravo avait raison et que le surnom de marraine de Blanco lui était vraiment monté à la tête. Elle, Sepulveda et leur fils ont secrètement réussi à retourner aux États-Unis. Mais New York était encore trop risqué. Au moment où elle poserait le pied là-bas, les agents fédéraux lui tomberaient dessus. Elle devait s'installer ailleurs, dans un endroit riche en opportunités, quelque part comme Miami. Miami, en Floride, avait déjà un réseau de cocaïne bien établi, grâce à l'activité croissante de Pablo Escobar et de son cartel de Medellín. Mais Blanco n'avait pas peur d'un peu de concurrence. Après tout, elle avait sa propre opération d'envergure et une propension à la cruauté qui était déjà bien connue de Pablo Escobar et de son équipe. Cette propension allait s'avérer utile lorsque Miami sombra dans une véritable guerre de la drogue où la violence entre cartels rivaux coulait aussi librement que les substances qu'ils trafiquaient. En réalité, Blanco pourrait même avoir été la raison pour laquelle la guerre a commencé en premier lieu. En 1979, un trafiquant de drogue colombien nommé Herman Jiménez Paneso et son garde du corps, Juan Carlos Hernandez, ont péri lors d'une fusillade tristement célèbre au Dadeland Mall à Miami. D'autres personnes ont été blessées et 2 tueurs à gages de Blanco auraient déclenché l'affrontement. Cet incident a entraîné une augmentation spectaculaire des affrontements entre cartels rivaux dans la région. Et la pression est montée jusqu'à ce que Miami devienne connue comme la capitale mondiale de la drogue. Tellement de personnes ont perdu la vie dans la lutte pour le territoire et la réputation qu'en 1981, la morgue de la ville a littéralement manqué de place et a dû louer un camion réfrigéré pour entreposer les corps. Et Blanco était là, donnant des ordres de meurtre, se salissant les mains de sang et s'assurant que le camion devait rester réfrigéré. Elle privilégiait particulièrement une technique où ses hommes de main montaient sur des motos, éliminaient leurs cibles, puis s'enfuyaient avec une rapidité et une maniabilité difficilement réalisables lors d'une fusillade traditionnelle en voiture. Grâce à ces techniques et à leur usage intensif, les autres cartels commencèrent à vraiment craindre Blanco. Pablo Escobar lui-même aurait même déclaré
Le seul homme dont j'ai jamais eu peur était une femme nommée Griselda Blanco. En 1983, la soif de pouvoir, de contrôle et de carnage de Blanco atteindrait de nouveau un point d'ébullition. Après avoir découvert que Sepúlveda l'a trompé, ils se sont séparés et une bataille pour la garde de leur fils s'est engagée. Sepúlveda voulait que leur fils aille à l'école, mais Blanco voulait l'avoir à portée de main. Plutôt que de régler les choses à l'amiable, Sepúlveda a compris ce qui allait arriver. N'ayant aucune chance d'obtenir gain de cause, il s'est enfui avec leur fils de 5 ans en Colombie, pensant qu'ils y seraient en sécurité. Mais nulle part dans le monde n'était à l'abri de la marraine. Peu de temps après leur fuite, alors qu'ils roulaient sur une route quelque part en Colombie, Sepúlveda a été intercepté avec son fils dans la voiture. 2 hommes, se faisant passer pour des policiers, ont ordonné à Sepúlveda de sortir de son véhicule, puis ils l'ont exécuté sur place devant son fils. Ce n'étaient pas des policiers, mais des tueurs à gages, et il est fortement soupçonné que Blanco était celle qui leur avait donné leur cible. Son fils lui a été rendu à Miami, et ils ont vécu ensemble là-bas pendant encore 2 ans, jusqu'à ce que la vie criminelle effrénée de Blanco finisse par la rattraper. Le 17 février 1985, seulement 2 jours après son 42e anniversaire, la maison de Blanco a été perquisitionnée par la DEA. Elle a été arrêtée et ensuite accusée de complot en vue de fabriquer, de faire passer en contrebande et de distribuer de la cocaïne aux États-Unis, puis présentée devant un juge à New York où elle a été reconnue coupable et condamnée à 15 ans de prison fédérale. Alors qu'elle était sous les verrous en 1994, elle a également été accusée par l'État de Floride de 3 chefs de meurtre au premier degré, dont celui du fils de 2 ans d'un membre d'un cartel rival. Ce sont les seuls crimes qu'il pensait pouvoir prouver au tribunal. Le procureur fédéral adjoint, Stephen Schlesinger, qui a poursuivi Blanco, estime qu'elle a en fait mis fin à des dizaines de vies durant ses 10 ans de carrière criminelle. Selon lui, c'était une sociopathe totale. Elle tuait des gens sans la moindre hésitation. Elle pouvait tuer n'importe qui lui déplaisait à cause d'une dette, parce qu'ils avaient raté une livraison, ou simplement parce qu'elle n'aimait pas la façon dont il la regardait. Le témoin vedette de l'accusation était le propre tueur à gages de Blanco, Jorge Ayala, qui a accepté de témoigner contre son ancienne patronne en échange d'une clémence lors de son propre procès. Cependant, sa crédibilité a été irrémédiablement entachée après la révélation de conversations téléphoniques à caractère sexuel avec les secrétaires du procureur du comté de Miami-Dade. Le scandale a bouleversé l'affaire et a finalement joué en faveur de Blanco. Elle a plaidé coupable de 3 chefs de meurtre au second degré en 1998. Et 6 ans plus tard, en 2004, elle a été libérée de prison et immédiatement expulsée vers la Colombie où elle allait passer le reste de sa vie. Ce qu'elle ne savait pas, cependant, c'est que le reste de sa vie serait de courte durée. Le 3 septembre 2012, Blanco et sa belle-fille enceinte faisaient des courses à Medellín, en Colombie. Les 2 femmes sont allées chez le boucher et en sortant, un assaillant à moto a tiré 2 coups de feu dans leur direction avant de prendre la fuite. Les balles ont atteint leur cible. Blanco a reçu 2 balles directement à la tête et est morte sur le coup. À seulement 69 ans, la marraine était décédée. Comme pour ajouter l'insulte à l'ironie macabre, la police de Floride a confié au Miami Herald qu'il pensait qu'elle était morte depuis des années, signifiant que Blanco et son empire étaient tombés. Elle et son entreprise, la chose pour laquelle elle s'était tant battue, n'étaient même plus sur leur radar. La même année où sa mère est morte, le fils de Blanco, Michael, a été assigné à résidence en 2012 et inculpé de 2 chefs d'accusation criminels pour trafic de cocaïne et conspiration. Sa probation a pris fin en 2018 et depuis, il a parlé publiquement de sa mère à plusieurs reprises, puisqu'elle avait été en prison pendant la majeure partie de la vie de Michael. Michael la connaissait à peine. Il a été élevé par sa grand-mère paternelle et d'autres tuteurs légaux pendant toute son enfance. Mais selon Michael, sa mère a trouvé la foi religieuse plus tard dans sa vie. Elle est devenue chrétienne, née de nouveau, et a fait de son mieux pour vivre discrètement jusqu'à ce que l'occasion de le faire lui soit retirée, exactement de la même manière qu'elle avait ordonné la mort de tant d'autres. Il y a une poésie tragique dans cette fin. Et c'est peut-être pour cela que sa vie a depuis été immortalisée dans des documentaires, des chansons de rap, des romans et une mini-série Netflix avec Sofia Vergara. Griselda Blanco a débuté comme une enfant effrayée et maltraitée, sans rien à son nom. Il est difficile de ne pas ressentir de la sympathie pour l'enfant qu'elle fut
dans ses derniers instants. En même temps, elle était presque caricaturalement diabolique. Elle se délectait de certains des pires crimes, les plus odieux qu'une personne puisse commettre. Elle s'accrochait à son surnom infâme de marraine, comme un insigne d'honneur, et faisait tout pour le conserver. Pas étonnant qu'elle ait été la femme qui terrifiait Pablo Escobar. Qu'en pensez-vous? Griselda Blanco était-elle un monstre irrécupérable ou le résultat de circonstances malheureuses? Dites-le nous en commentaire. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de nos autres vidéos de Weird History.